Alors je, tu, nous, vous, on est tous reporters citoyens. Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité très particulier qui est Raphaël Liaudrat, que vous connaissez grâce à la course pour la liberté. Alors, j'ai décidé de l'inviter parce que son témoignage est vraiment super intéressant puisqu'on se retrouve avec quelqu'un qui prône le vivant, tout comme j'aime le faire. On va peut-être l'accueillir déjà sur le plateau. Alors, notre ami, hop, voilà. Alors, je te fais rentrer. Voilà. Comment tu vas, Raphaël? Très bien, Anne. Et toi? Alors, écoute, moi je vais bien. Je suis très contente de te recevoir. Je t'ai un peu suivi avec du recul puisque tu n'es pas tout prêt. Parce que tu fais ton petit tour en France. Mais alors, je t'ai suivi grâce à des amis interposés, du style Andrea et Jean-Marie qui te suivent et qui te photographient. Alors, je vois que on va commencer dans le vif du sujet. Donc, peut-être une première chose pour nos auditeurs, on a un nouveau site Reporter Citoyen. Donc, je tiens quand même à préciser d'aller faire un petit tour sur notre site. Donc, ne pas hésiter à aller mettre vos commentaires. Je rappelle la page. Donc, c'est www.reportercitoyen.be. Si vous voulez nous contacter par mail ou envoyer des vidéos ou d'autres articles ou des choses intéressantes, ou vous voulez simplement prendre contact avec nous, voici l'adresse mail où vous pouvez nous joindre. Alors, pour les auditeurs, nous sommes également sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous suivre également sur YouTube. Et alors, pensez que nous avons besoin de votre aide. N'hésitez pas à nous soutenir, puisque c'est grâce à votre aide, puisque nous sommes bénévoles, bien évidemment. C'est ce qui nous permet d'être complètement incorruptibles, de pouvoir continuer à faire notre travail. Alors, Raphaël, bon, bienvenue sur Reporter Citoyen. Je vois que tu nous as mis Prométhée. Alors, ça commence tout de suite. Dans le vif du sujet, tu vas nous expliquer un tout petit peu ce que c'est Prométhée. Bon, on le connaît un petit peu, mais explique-nous pourquoi ce pseudo. Donc, Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est le père de l'humanité. Et c'est surtout le bienfaiteur qui va leur apporter le logos, l'intellect qui le distingue des autres espèces, et le libre arbitre, particulièrement en fait. Donc, le mythe de Prométhée, c'est vraiment le mythe fondateur. C'est celui qui est célébré depuis quelques décennies à l'ouverture des Jeux Olympiques, avec cette course au flambeau. Donc, en fait, pour faire court, il va braver l'interdiction de Zeus, donc Zeus qui est le monarque, le souverain tout puissant, qui avait interdit aux divinités de transmettre le feu aux hommes. Et donc, voilà, comme je disais, ce feu qui symbolise la connaissance, que si on cesse de transmettre, se perd. Et donc, surtout, la liberté de choisir par soi-même, de faire ce qu'on estime juste et bon. Donc, Prométhée incarne vraiment cet esprit libre et insoumis. Et il va être puni pour ça, il va se faire attacher à un rocher où l'aigle de Zeus va lui dévorer le froid pendant 30 000 ans. C'est un supplice qui est assez connu. Donc il y a aussi cet aspect sacrificiel. Voilà, il fait ce qu'il estime juste et il ne recherche pas forcément son intérêt personnel. Donc voilà, Prométhée, moi, c'est mon prophète, en fait, dans mon courant philosophique qui est celui de l'absurde, qui a été établi par Albert Camus dans son ouvrage Le mythe de Sisyphe. Prométhée, c'est notre prophète. Donc voilà, moi, j'ai décidé d'incarner Prométhée, d'en faire mon métier, de courir avec cette flamme pour défendre le libre arbitre et pour diffuser toutes mes valeurs et créer du lien humain. C'est ça aussi que ça symbolise. En fait, les mythes sont très très riches, et donc le mythe de Prométhée est le temps le plus important de la mythologie grecque, forcément qu'il est très très riche aussi. Donc c'est aussi comme ça que l'humanité s'est développée, a survécu, a développé la civilisation. C'est grâce à la maîtrise du feu et grâce à l'entraide, le fait qu'elles transmettent le feu l'un à l'autre, que les gens s'unissent pour faire peuplade, pour faire village, pour faire ville, cité. C'est ce qui leur a permis donc de développer la technologie, de maîtriser les éléments et puis des espèces animales plus fortes qu'elles physiquement. Donc voilà, c'est aussi tout ça que symbolise du coup le mythe de Prométhée, c'est le fait de se fédérer, de faire lien les uns avec les autres. Et donc pendant cette crise, cette guerre du Covid qu'on a vécue, les autorités voulaient nous éloigner les uns des autres, nous diviser. Et donc nous, on a voulu rassembler les gens. Donc je reviendrai un petit peu sur ce qu'est plus en détail la course de la liberté tout à l'heure, mais il y a aussi cet aspect de créer du lien et fédérateur qui est très important dans le mythe de Prométhée que j'incarne avec ma course. Ouais, et tu le fais bien, plutôt qu'on a, puisqu'on voit que
rattaches à toi un certain nombre de personnes qui te suivent, qui t'encouragent. Donc, pour toi, ça se fait correctement. Je veux dire, tu as un bon retour. Oui, alors ça a vraiment énormément bien marché sur la première. Après, il y a eu certaines éditions avec des hauts et des bas, mais là, ça fait quand même, ça fait quand même plus d'1 an que c'est difficile pour moi en fait. Ça, je pense qu'on y reviendra aussi, mais c'est quelque chose que je suis pas le seul à constater, parce que j'ai couru plus de 10 000 km du coup ces 3 dernières années dans toute la France, et en long et en large. Et donc, voilà, j'ai forcément rencontré tous les collectifs, tous les gens engagés des 4 coins de la France. Et donc, ça fait un peu plus d'1 an que tous les collectifs, que tout le monde constate malheureusement que les gens se désengagent et que c'est de plus en plus difficile de mobiliser. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an que c'est quand même de plus en plus difficile, que j'ai de moins en moins de soutien. Mais en tout cas, au départ, ouais, ça a été vraiment extraordinaire, le soutien que j'ai reçu, parce que c'est vrai que la première édition, c'était pendant que les mesures étaient encore actives en début 2022. Ensuite, même lorsque les mesures ont été levées, vu que ma course va bien au-delà, j'ai poursuivi comme je disais tout à l'heure, pour diffuser toutes mes valeurs et puis pour créer du lien dans toute la France. Et là, ça fait un peu plus d'1 an que c'est quand même très difficile, mais évidemment, il y a quand même beaucoup de mes contacts que j'ai établis grâce à cette course qui sont toujours là aujourd'hui. Donc, c'est une grande famille que j'ai fondée, une grande famille de la liberté dans toute la France. Cool. Alors, bon, oui, effectivement, ces valeurs-là, j'entends un petit peu un écho, non? Ouais, ça doit être j'ai sorti le son extérieur et il y a des fois, je t'entends pas super bien. D'accord. Bon, c'est pas grave. Écoute, Ouais. je vais essayer de rapprocher mon micro un petit peu. Ouais. Je sais pas si ça va mieux comme ça. Ouais, ça va. Attends, écoute, ce qu'on va faire, je vais essayer de vérifier pour être sûr. Ça, c'est les aléas, tu sais bien. Hein, non, mais ça va. Un enregistrement où je ne veux absolument pas. Donc, tu as l'opportunité, évidemment, de dire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de censure chez moi. Donc, c'est ce que je dis à tous mes invités. Pas de censure, pas d'imitation de temps. Comme ça, on est OK avec tout. Alors, je regarde ici si… donc, je vais remettre mon micro un tout petit peu, peut-être un peu plus fort. Voilà. Et ici aussi. Je ne sais pas si tu entendras mieux. Mais… Ah, c'est bon, je t'entends mieux, ouais. Alors, en fait, tu as posé un acte très fort il y a quelque temps d'ici concernant ton identité. Et j'aimerais que tu puisses en parler parce que c'est quelque chose qui me touche. Les auditeurs le savent puisque bon, je prône un tout petit peu à moindre effet, je vais dire, mais je le fais petit à petit. J'entame ce processus. Donc voilà, explique-nous un tout petit peu ce que tu as fait il y a quelque temps comme geste très symbolique. Ouais, donc lors du pass sanitaire infernal, symboliquement, j'ai brûlé mes papiers, mais qui ne me servaient plus déjà depuis un moment. Donc pour moi, ça a vraiment été symbolique. Ça n'a pas été à ce moment-là que le changement s'est effectué. Donc quand est arrivée cette fameuse crise, cette fameuse guerre totalitaire, moi, je vivais déjà dehors, en fait, entre guillemets, plus ou moins émancipé du système. Donc sans papier, sans domicile, sans revenu, sans téléphone. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que ça les a éveillés à cette période, ce qu'on a vécu à ce moment-là. Moi, non. Du coup, j'étais déjà au courant que les gouvernements sont les ennemis premiers des peuples depuis toujours, notamment grâce à mon étude des mythes, comme je l'ai expliqué avec le mythe de Prométhée et puis d'autres choses. Et donc, ça a déclenché mon engagement, mais pas mon éveil, en fait. Et donc, je vivais déjà dehors, comme je disais, sans domicile, et sans papier, et sans téléphone, et sans revenus. Donc, j'avais fait du woofing et des chantiers participatifs. Et je donnais aussi des cours de boxe thaï à prix libre parce qu'à la base, moi, je suis champion de boxe thaïlandaise. C'est quand même ma particularité. Et donc, c'est comme ça que je vivais à ce moment-là. Et donc, pour la symbolique, effectivement, quand est arrivé le pass sanitaire, j'ai brûlé tout ce qui pouvait me rester, en fait, genre mon brevet des collèges ou ma journée d'appel. Voilà. Mais ça faisait quand même un moment que, de toute façon, je n'en servais plus et que mon passeport était arrivé à expiration déjà avant ça. Alors, est-ce que ça a changé de ne plus avoir est-ce que ça a vraiment eu un changement parce que bon, ça veut dire que tu n'as pas de papier, c'est-à-dire que tu n'as plus d'aide, tu n'as plus droit à rien. Est-ce que tu t'es senti justement un peu comment dire c'est l'inverse de prisonnier là. Oui, libéré. Oui, écoute, parce que finalement on est prisonnier et tributaire, en tout cas d'une société qui à la fois nous materne
hein, en nous offrant des services, des possibilités avec des cartes d'identité. Et puis finalement, ben, si tu ne l'as plus, est-ce que tu vis mieux ou est-ce que tu vis moins bien? C'est plutôt ce que je voulais dire. Oui, non, moi, je vis beaucoup mieux, comme je disais. Donc moi, ça a été pour la symbolique. Hein, ça n'a rien changé à mon mode de vie finalement. Donc non, pour moi, il y a pas eu de changement. Et puis je le vis très bien. Du coup, j'ai pas de charge et j'ai pas d'ennui à m'occuper pour régler mes papiers ou mes factures ou tout ça. Donc non, non, ça va très bien et puis ça me manque absolument en rien. Après, voilà, il faut savoir que j'ai une santé parfaite de par mes méthodes, donc j'ai pas besoin de carte vitale, j'ai pas besoin de médecins ou de médicaments. Et il y a des lois très simples à connaître du vivant. Et si on les suit, si on les connaît, si on les respecte, ben, on a juste un état de santé qui est parfait. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. C'est comme ça, normalement, le vivant, ses normes, bah, c'est d'être bien portant, c'est d'être vigoureux, c'est d'être sain, d'être lumineux. Et donc, voilà, quelques méthodes simples à connaître. Sauf que forcément, depuis qu'on est petit, bah, tout ce qu'on nous donne comme instruction concernant la santé, c'est complètement faux. C'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Parce que c'est pas un système de santé qu'on a en France, c'est un système de maladie qui est très, très bien entretenu, qui fonctionne très bien, lui. Et donc, ouais, donc j'en parle aussi notamment de tout ça dans mes conférences. D'accord. Donc, tu vis grâce à des conférences à prix libre, tu vis grâce à des petits boulots que tu fais à gauche et à droite. Et ça te permet également d'ouvrir évidemment ton seuil de conscience et ton ouverture vers l'autre, vers d'autres personnes, d'autres, je sais pas moi, d'autres intelligences. Et ça doit être riche, non? Oui, oui, les conférences, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. En fait, c'est assez nouveau, ça fait un peu plus d'un an que j'en donne. Et c'est un peu à son stade embryonnaire pour moi, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui me passionnent que j'ai à peine le temps d'aborder, voire pas du tout. Donc ça, c'est des appels que je passe souvent. Faut pas hésiter à me contacter pour ça, en parler autour de vous. Mes conférences, pour l'instant, ce qui intéresse les gens, c'est plutôt mon mode de vie. Et puis les gens ont beaucoup de questions sur la santé et l'alimentation parce que la plupart des gens, du coup, sont assez perdus. Ils ont pas du tout de bonnes notions là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment envie de donner des conférences beaucoup plus approfondies sur la mythologie, la philosophie, puis la psychologie avec Carl Gustav Jung. Et donc beaucoup de choses qui sont perdues aujourd'hui. Les gens connaissent plus nos mythes fondateurs et puis les grandes pensées comme les vertus cardinales de Platon ou les nociodromies, qui sont aussi des principes fondamentaux du vivant que tout le monde devrait connaître. Donc, ouais, il y a tout ça que moi j'ai envie de partager et aussi de présenter mes propres conceptions, mes propres théories là-dessus. Donc, il y a énormément de choses que j'ai envie de partager. Donc, moi, ça, c'est un appel que je passe. J'en profite d'être sur ta chaîne. Il ne faut pas hésiter à me contacter pour ça. Et voilà, que je puisse vraiment présenter ce qui me passionne le plus. Voilà, parce que là, ça fait vraiment quelques années. Moi, j'ai un gros côté intellectuel, donc en plus de sportif. Bon, je ne suis pas manuel, par contre, voilà, personne n'est parfait. Mais voilà. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément sous cet aspect-là. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et donc je continue dès que j'ai des moments libres d'étudier. Donc, Carl Gustav Jung, Nietzsche, Goethe. Et voilà, c'est des choses, comme je disais, qui sont très méconnues. Donc, Jung aussi, par exemple, les gens connaissent Freud généralement, mais pas forcément Jung, qui, à mon sens, est beaucoup plus brillant et beaucoup plus riche. On est d'accord. Voilà. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de présenter, du coup, la pensée de Carl Gustav Jung et même, du coup, de présenter ma propre conception et puis les propres théories que j'ai plus ou moins montées suite à mes lectures et mes études de Carl Gustav Jung. Donc, oui, des petits boulots, j'en ai fait un petit peu. Ça fait un moment que j'en ai plus fait. Bah, après, du coup, ça ne peut plus être possible d'en faire des officiels, en fait, des déclarés, vu que j'ai plus de papier. Mais malgré ça, même sans papier, en fait, ça peut m'arriver de faire des vendanges ou des trucs du genre. Mais bon, j'en fais plus trop ces dernières années. Comme je disais, je ne suis pas un manuel. Je préfère faire des choses dans lesquelles j'excelle et je me sens plus épanoui. Donc, comme mes conférences, mes cours de boxe et mes courses de la liberté. Donc, c'est principalement avec ça que je vis depuis début 2022. Donc, bientôt 3 ans depuis que j'ai monté la première édition. Alors bon, moi, j'avais pas pu recevoir puisque justement, tu le sais, on en a discuté. Moi, c'est un peu le mode de vie que j'aimerais bien mettre en avant également. C'est parce qu'on est tenu ici par une société qui nous formate. C'est vraiment le cercle dans un carré où on nous impose de rentrer dans les normes.
Et c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis, et c'est peut-être une année, enfin, ça a été une année très particulière pour moi. En tout cas, moi, c'est l'éveil, je l'ai fait très, très court. Donc ici, récemment, il n'y a que 5 ans, je veux dire, où j'ai un peu étudié, comme je dis, on a fait l'université en 5 ans avec tout ce qu'on a appris. Tout ce qui a été mis sur la toile, on se rend compte que maintenant, on nous a menti sur énormément de choses et il est temps, effectivement, de reprendre une certaine souveraineté. Et toi, tu encourages ça ou tu te dis, est-ce que tout le monde est capable de le faire? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne va entamer la démarche et l'autre ne va pas le faire? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a des remèdes? Est-ce qu'il y a des petites astuces qu'il faut avoir pour pouvoir entamer cette marche pour la liberté? Parce qu'en fait, quand tu parles de marche pour la liberté, moi, c'est aussi cette marche pour la liberté individuelle. Tu te libères de toutes les contraintes sociétales et quelles sont les petites astuces qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour dire d'entamer ce process comme ça? Alors, les diverses questions que tu as posées, certaines auxquelles je ne peux pas répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui, elle, va s'éveiller, va décider d'agir et pourquoi l'autre non? Bah, ça, on n'a pas la réponse. Hein. Pour moi, c'est un peu le déterminisme. En fait, c'est comme ça et il y a des gens qui sont différents les uns des autres. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire pour stimuler nos auditeurs? Bah, c'est que le changement, il ne viendra jamais que de soi. En fait, il ne faut pas attendre un sauveur extérieur. C'est le seul moyen de changer le monde. Bah, comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Et donc, nous, tout ce qu'on peut faire, bah, c'est incarner nos valeurs, c'est montrer l'exemple. Et on ne peut pas les pousser. En fait, si on pousse des gens qui ne veulent pas avancer, ils vont reculer. Au contraire, ils vont poser une résistance. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est montrer. On peut juste être l'étincelle qui va déclencher quelque chose. Mais voilà, ça ne peut pas vraiment, dans le fond, venir de nous. Voilà, on peut être que le déclencheur. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est porter la bonne parole et puis surtout incarner nos valeurs. C'est être dans l'action, c'est montrer l'exemple. Voilà. C'est ça, oui. Donc, l'idée du phare qui illumine ne va pas sauter dans la mer pour aller sauver les bateaux. Ouais. Et ils se contentent d'être lumineux. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est l'exemple qui va faire… effectivement, on reçoit de très beaux messages des auditeurs quand on incarne soi-même ce qu'on prône. C'est facile de prôner derrière la toile, mais c'est tellement beaucoup plus difficile de l'incarner. Et l'étape de la théorie, passer à la pratique, c'est vrai qu'il va falloir mettre la main à la pâte et c'est pas toujours évident. Donc, c'est des périodes d'incertitude, il faut pouvoir les accepter aussi, des périodes de doute, des périodes où on est certainement rejeté, parce que je ne sais pas comment prend ta famille, toi, Alors, moi, je suis parti à 18 ans de chez mes parents et à la famille de sang, je ne me suis pas entendu avec eux, donc j'ai coupé assez jeune, assez vite. Alors, est-ce que tu as redécouvert une nouvelle famille? Est-ce que la famille, pour toi, avec le recul, c'est ceux qui, justement, est-ce que tu as un regret de te dire, tiens, j'aurais pu, j'aurais dû, Est-ce qu'on vit avec des regrets quand on est dans cet état d'esprit-là? Non, moi je savais que c'était la bonne chose à faire et donc je créais une famille de cœur en fait avec tous les gens que je rencontre sur mes aventures, donc notamment avec la course de la liberté. Et après, moi depuis que je suis petit, je suis très très atypique et singulier. Donc il y a encore une autre famille que je distingue, c'est la famille d'âme. Parce que même avec du coup la famille de cœur, les gens que je rencontre sur mes aventures, on n'a pas forcément la même sensibilité, les mêmes centres d'intérêt. Comme je disais, moi je suis très atypique, c'est pas forcément classique qu'un champion de boxe thaï soit passionné de Nietzsche, de Jung et de philosophie et de poésie. Donc voilà, les frères d'âme, c'est ceux vraiment qui m'émeuvent, qui touchent mon âme. Donc voilà, donc je viens de les citer, hein, Nietzsche, Goethe, Camus, Apollinaire et tout ça. Mais bon, sinon, moi, depuis que je suis petit, j'ai quand même une destinée très atypique et pas forcément facile. Bah, c'est pour ça aussi que je suis dur, c'est pour ça que je suis devenu champion de boxe thaï, c'est pour ça que je peux vivre comme je vis aujourd'hui. Et c'est comme ça, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le déterminisme. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? On ne peut pas l'expliquer. C'est un fait. Quoi. Je suis né comme ça, je suis né différent des autres. Mais il y a un choix. Tu as entamé process. Donc, je veux dire, il y a un moment donné où tu dois, c'est comme quand on marche, on est en déséquilibre, on lance un pied en avant et puis on ne sait pas où on va atterrir, mais il va falloir qu'on se remette en équilibre. Est-ce que tu considères également que ta vie, ça a été ça, ce parcours de déséquilibre, équilibre, déséquilibre, équilibre? Parce que moi, je le ressens un peu plus comme ça, de plus en plus. Maintenant, ça peut être inconfortable, évidemment. Hein, on parle de…
Il y a peut-être des fois ouais, où je me suis un peu lancé à tâtons, sans forcément savoir où j'allais retomber. Mais généralement, non, il y a quand même un fil conducteur. Et moi, intérieurement, je suis bon, pas toujours hein, sur les résultats que je vais avoir, mais je suis quand même assez sûr que ce que je fais, c'est juste. Et je connais, mais connaître soi-même, c'est la base de tout aussi. J'en parle dans mes conférences. Hein, la mythologie grecque, c'était une des deux sentences sur le temple d'Apollon. Donc, Gnotis Auton, connais-toi toi-même. Et donc, non, je connaissais un peu ma nature, mes vraies valeurs. Donc, ouais, il y a quelque chose à l'intérieur qui faisait que dès la maternelle, je savais que je passerais pas mon permis, pas mon bac, que je ferais pas un travail comme les autres. Et donc, ouais, ça c'est au lycée, ça s'est confirmé. Et quand je suis parti chez ma mère, ouais, j'étais guidé par une lumière intérieure, donc Jung appelle ça le soi. Et donc, ouais, j'avais pas forcément de crainte ou de peur quand je suis parti de chez ma mère avec ma valise. Et puis, comme je disais, pas de diplôme, pas de qualification et très peu d'argent. Et donc, ouais, je suis devenu finalement champion de boxe assez rapidement. Mais ouais, il faut savoir que je m'étais donné les moyens pour aussi. Bah, depuis que j'ai commencé la boxe time, ouais, je travaillais très, très durement. Et il n'y a que ça qui fait, de toute façon, c'est les efforts. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le miracle, il ne viendra pas de l'extérieur, hein, ça vient que de nos actions à nous. Et donc, il faut savoir qu'à 17 ans, bah, déjà, j'avais un peu un quotidien de sportif de haut niveau. Je m'entraînais quasiment tous les jours au lycée. Et, euh, et donc, ouais, je me connaissais un peu, j'ai misé sur mes qualités. Et puis, il n'y a pas de secret, j'ai beaucoup travaillé pour obtenir ce que je voulais. Donc, ouais, il y avait forcément des moments où on ne sait pas trop où on va, où on tâtonne. Mais c'est ouais, pas forcément tant que ça de déséquilibre, en tout cas pour ma part, dans mon parcours. Oui, mais une remise en question systématique, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, il faut que tu aies ce discernement pour voir si c'est positif, si ça vibre en toi, si ça vibre pas. Donc, il y a toujours un exercice quand même de réflexion que tu fais avant d'agir. Bien sûr, ça en permanence, donc c'est en rapport avec le mythe de Prométhée, c'est en rapport avec ce logo. Ce qu'on a, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut évidemment l'analyser et puis discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Donc oui, bien sûr, en permanence. Hein, moi, je suis quelqu'un qui remet tout en question tout le temps. Et moi-même, évidemment, et puis mes actions également. C'est là que je vois la forme d'incertitude, tu vois, c'est toujours douter à chaque instant ben, on n'est pas infaillible. Donc, d'office, on laisse toujours cette porte ouverte qui nous permet peut-être de découvrir, parce que si tu as la porte fermée, je sais tout, maintenant, écoute, tu as quel âge, Raphaël? 32 ans. 32 ans, donc je vais dire, tu pourrais te dire, ouais, bon, je suis presque l'âge du Christ maintenant, maturité et tout. Mais non, mais tu laisses quand même toujours cette porte ouverte à un apprentissage, parce qu'au quotidien, ce que tu es en train de faire, c'est une initiation, en fait, au final. Bah, bien sûr, la vie, de toute façon, ça restera jusqu'au bout. Et puis, tout à l'heure, j'ai un peu mentionné les vertus cardinales de Platon. Donc, pour bien comprendre ces vertus cardinales, il ne faut pas les voir comme quatre qualités que Platon aurait choisies et qu'il aurait déclarées meilleures que les autres et vers lesquelles il faut tendre et qu'il faut travailler ou adopter. Non, non, c'est vraiment de la psychologie. Il a divisé la psyché humaine en quatre instances majeures qui sont présentes chez tout le monde, qu'il faut développer, maîtriser et équilibrer pour être un individu accompli et épanoui. Et donc la première, qui était très importante pour les Grecs, c'est la même chez tous les courants grecs, c'est la phronésis. Donc il n'y a pas de traduction littérale. Phrénos veut dire penser. Donc la phronésis, c'est la qualité qui découle de la pensée. Donc généralement, les traductions qu'on trouve dans les ouvrages de philosophie, c'est sagesse ou prudence. Pour moi, c'est très incorrect en fait, parce que pour sagesse, ils avaient déjà le terme sophia, qu'on retrouve dans Philosophia, donc l'amour de la sagesse. Et puis la prudence, pour moi, ça ne correspond pas à ça. Donc, non, la phronésis, donc c'est la qualité qui découle de la pensée, c'est le fait d'utiliser notre intellect, notre logos, notre phrénos, pour discerner justement qu'est-ce qui est bien de ce qui n'est pas. Donc voilà, c'était la qualité première chez tous les Grecs, c'est par ça qu'il faut commencer, il ne faut jamais s'en départir. Donc oui, évidemment qu'avant de faire quoi que ce soit, et puis en permanence, je me remets en question et je remets tout en question, évidemment. Oui, mais c'est un travail de tous les jours. Alors, ceci, ça t'a permis quand même d'aller vers les gens, de découvrir des autres manières de penser. Est-ce que tu es en colère? Parce que quand on parle de la course vers la liberté, ben est-ce que tu es dans une colère intérieure, ou alors est-ce que tu le fais plutôt dans une autre démarche?
Parce que au départ, tu as démarré à cause d'une injustice, etc. Est-ce que tu es dans cette démarche de colère? Alors, plus maintenant, j'ai plus assez d'énergie, en fait, parce que voilà, depuis que je suis petit, ce monde me révolte. Donc, la colère, je vois ça comme un feu, en fait. Donc, c'est dès qu'on ressent quelque chose, du coup, d'injuste ou qui nous a fait souffrir ou qui fait souffrir les choses, du coup, ces émotions négatives, la colère permet de les faire brûler et de nous pousser à agir. Mais voilà, vu qu'il y a des choses qui me déplaisent depuis que je suis petit, il n'y a plus assez de place, il n'y a plus assez de matière à brûler. J'ai tout brûlé depuis longtemps, sinon voilà, je serais en colère en permanence et enfin, c'est pas possible, je ne pourrais pas vivre comme ça. Donc, non, non, mais je reste révolté et indigné très profondément depuis toujours. Mais au bout d'un moment, voilà, je peux pas être en colère à chaque seconde qui passe. Donc là maintenant, c'est plus une démarche de colère. La première édition, oui, c'était en réaction à ce qu'on vivait dans le présent. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, donc ça a évolué. C'est vraiment pour promouvoir toutes mes valeurs et diffuser mes messages. C'est ma façon à moi de changer le monde à mon échelle, d'agir pour faire au mieux. Donc, il y a énormément de valeurs qui sont véhiculées, qui sont transmises à travers cette course. Donc déjà, je montre par mon exemple que c'est possible de faire autrement, de vivre autrement. Donc je transmets aussi tous ces messages de santé. Comme je disais, la plupart des gens sont très très confus, très perdus au niveau de l'alimentation et de la santé, parce qu'on surtout sur Internet aujourd'hui, on trouve vraiment tout et son contraire. Donc moi, je leur montre un petit peu quelles sont les bonnes mesures, les bonnes pratiques à adopter. Donc, encore une fois, de par mon exemple, si les gens me croient que du coup mes méthodes sont bonnes, c'est de par mon exemple, parce que je cours des milliers de kilomètres, qu'en plus de ça, je manque pas de puissance. Donc, sur mes arrivées de mes étapes, après avoir couru un marathon, parfois, je peux faire des pompes sur une main et deux doigts, toute l'année dehors. Donc, voilà, je me baigne qu'en milieu naturel. Donc, ça aussi, c'est très important pour moi avec le respect du vivant. Donc, ça permet l'émancipation du système. J'ai pas besoin d'eau chaude. Je n'utilise pas de shampoing, pas de savon, pas de dentifrice. Toutes ces choses-là, elles servent à rien. Elles épuisent les ressources, elles polluent, elles nous affaiblissent. Donc, moi, je me baigne, je me lave qu'à l'eau pure. Et l'eau qui n'est pas du réseau, qui n'est pas du robinet aussi, qui est bourrée de saloperies. Donc voilà, qu'en milieu naturel toute l'année, cette connexion avec la nature, avec le vivant, m'assure cette santé parfaite. Mais il y a aussi le sport, il y a aussi la bonne alimentation. Moi, je suis vegan, je mange surtout des fruits et des légumes, donc bio et locaux au maximum aussi, la pratique du sport. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais qui sont finalement des règles très simples à suivre et à respecter, parce que même moi, du coup, en vivant sans domicile et sans revenu, j'arrive à suivre ces règles et à avoir une santé parfaite, donc qui est la clé aussi de mon émancipation et de mon mode de vie. Voilà, ça fait partie des choses que je transmets lors de mes courses, en plus de créer du lien et une grande famille. Et donc c'est pour ça que j'ai continué. Ça, et puis ça reste aussi quelque chose de très positif. C'est une grande célébration de la vie. Après mes étapes, on propose des moments de rencontre. Des fois, il y a des petites soirées. Des fois, là, j'ai eu Éric Barou, par exemple, qui est un artiste engagé qui m'a accompagné sur ma dernière édition. Du coup, il y avait souvent, après mes courses, soit sur les lieux d'arrivée, soit chez les habitants, on faisait des petits concerts. Et voilà, tout le monde était invité à chanter. Et voilà, moi, j'ai donné déjà des conférences après avoir couru mes étapes. Je suis passé dans des clubs aussi, travailler avec des boxeurs, et où j'ai donné des initiations à des collectifs de Muay Thai, même pour des publics qui n'avaient jamais pratiqué. Donc voilà, aujourd'hui, ça reste aussi une grande célébration de la vie. Et alors, est-ce que tu ne cours pas pieds nus en plus? Alors en plus, je travaille à courir pieds nus, mais je ne cours pas la majorité du parcours pieds nus. Donc, ça fait pareil, un peu plus d'un an seulement que j'y travaille. Donc, à partir de ma 7e édition, je me suis mis à courir pieds nus. Mais il m'arrive de courir des étapes entières de plus de 30 km pieds nus. Généralement, je les termine plutôt, je termine les 10-15 derniers kilomètres pieds nus. Voilà, comme ça, pour les vidéos d'arrivée, forcément, ça fait passer un message fort aussi de retour à la nature et d'émancipation du système. Donc, le but, c'est que dans quelques années, oui, je n'ai plus besoin de chaussures. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Donc, je n'arrive pas à être pieds nus sur tous les terrains ou sur toutes les distances. Mais ça progresse très bien. Il travaille depuis un peu plus d'un an et ça progresse très bien. Donc, en plus du côté émancipation du système, de ne plus avoir besoin de chaussures, c'est prouvé aujourd'hui que d'avoir les pieds dans la terre, ça nous régénère et ça nous soulage de tension. Et il y a aussi le fait que c'est une foulée parfaite qu'on adopte parce qu'on n'est pas né avec des chaussures. Donc, dès qu'on marche pieds nus, on arrive bien sur l'avant du pied avec le bon amorti et donc on ne se blesse plus sur le reste du corps, sur les genoux, sur le dos, sur tout ça. Et ça a été ce qui a motivé ma démarche dans un premier temps pour me mettre à courir pieds nus. C'est qu'entre certaines éditions de la course de la liberté, j'ai eu des grosses blessures au psoas. Bon, à l'époque, c'était un muscle que je ne connaissais pas, le psoas, que j'ai appris à connaître, que maintenant, du coup, j'étire et que j'entretiens très régulièrement.
Et donc, pour éviter d'avoir d'autres blessures de ce type, bah aussi, je me suis mis à courir pieds nus. Et puis aussi, toujours dans ma démarche d'avancer dans mon émancipation et puis dans mon développement personnel, donc de pouvoir me rapprocher de la nature et d'être toujours le plus émancipé possible. Et il y a d'ailleurs Florian Gomet, qui est un vegan comme moi, donc lui crudivore en plus, qui ne mange que cru, donc pour prouver que ce sont vraiment les clés de la santé à adopter, qui a couru un marathon par jour de Nantes à la mer Noire, pieds nus. Voilà, donc lui en plus est vegan et crudivore, donc les carences, bonjour. Et donc vous pouvez retrouver son aventure dans le film de Pierre Barnarias, L'Empreinte. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu, qui connaissent pour ça. Voilà. Oui, on a des amis communs, hein, on a quelques amis communs. Oui, ben oui. Et mais en ayant une vie comme ça, tu as quand même aussi. Est-ce que tu as des manques? Est-ce qu'il y a des moments de solitude? Parce que je veux dire, tu fais tout ça tout seul quand même, parce que c'est quand même, enfin tout seul avec toi-même, parce que je veux dire, tu rencontres beaucoup de gens, mais est-ce que par moment, est-ce que tu n'as pas des moments à force de fréquenter énormément de monde? Moi, je remarque parfois que quand on fréquente énormément de monde, c'est à ce moment-là qu'on devient beaucoup plus solitaire ou dans la solitude. Est-ce que tu as ces moments? Ouais, donc comme tu l'as dit à la fin, en fait, la vraie solitude, la pire solitude, c'est au milieu des autres. Et donc c'est celle que je ressentais surtout enfant à l'école. donc non, c'est pas forcément pire aujourd'hui, même si d'une certaine façon ça peut être plus dur parce que dès qu'on est petit, en fait, on suit le chemin qu'on est tracé, on est hébergé par ses parents, on va à l'école, donc on n'a pas trop à s'occuper de sa subsistance. Et donc aujourd'hui, comme je disais, ça devient de plus en plus dur à ce niveau-là. Donc depuis plus d'un an, les collectifs et les gens se désengagent assez franchement et retournent de plus en plus dans le système, malheureusement. Mais à part ça, dans tout ce que je fais, du coup, je suis en accord avec moi-même. Et le premier besoin dans l'existence, ce que j'appelle souvent, c'est le besoin de sens, au-delà du besoin de s'alimenter, je trouve, et de se loger. Donc c'est toujours en rapport avec ce feu que nous a donné Prométhée, avec ce logos qui nous distingue des autres espèces. Et donc voilà, ce que je fais, du coup, c'est plus en accord avec mes valeurs, donc ça a plus de sens. Et après, voilà, depuis que je suis petit, c'est comme ça, oui, je suis forcément que je ressens un sentiment de solitude, de singularité très poussé, donc ça n'a jamais été simple, mais ça n'est pas forcément plus maintenant ça l'était avant, mais bon, d'une certaine façon, ça peut quand même, ça s'accentue quand même au fur et à mesure. Alors pourquoi? Parce que l'éveil, pardon, je m'entends parfois. Parce que l'éveil, parfois, t'oblige à reprendre connexion avec toi-même. Je veux dire, on est quand même ici en train de faire une expérience de vie incarnée sur Terre, mais au final, cette expérience, on l'a fait seule. On vient seul, on part seul, et entre-temps, on fait des rencontres. Mais l'idée, c'est quand même de toute manière que notre expérience ici sur Terre, elle devrait être seule avec nous-mêmes. On est quand même la personne la plus importante que nous incarnons. Et c'est ça que j'ai l'impression que parfois la société nous oblige par culpabilité à accepter certaines choses, à accepter certaines mêmes relations, alors qu'en fait, au final, on se met peut-être des choses sur le dos qu'on n'aurait peut-être pas besoin et peut-être qui nous plombent finalement. Oui, donc il y a énormément de besoins fictifs et superflus, évidemment, qui nous sont transmis par cette société. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas faire de travail quand j'étais petit, parce que je me rendais bien compte que 90, voire 99% des travails que je voyais et qu'on nous proposait, ça consistait à générer, entretenir des besoins superflus. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, sans parler des inégalités profondes que je ressentais dès tout petit. Mais après, par contre, je suis pas forcément d'accord avec toi. Effectivement, on part seul, on arrive seul et puis on est très souvent seul lors de notre passage sur Terre. Mais justement, moi, être en autarcie, en fait, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai pas forcément cherché, lorsque je me suis émancipé du système, à aller vivre dans un coin de forêt ou de nature en distinguant les plantes comestibles. Donc là, je suis toujours resté au contact des gens. Non, ce qui m'intéresse, c'est le partage, c'est la transmission, c'est une grande aventure avec les autres. Même si, comme je disais, ma singularité rend parfois difficile la chose. Ouais, je suis trop absolutiste, en fait, donc le contact avec les autres peut être difficile. Mais non, je pense vraiment qu'on est là pour partager et que, comme on disait tout à l'heure, la véritable solitude, elle est au milieu des autres.
et que du coup, c'est très paradoxal. En fait, la société aujourd'hui est de plus en plus individualiste. Les gens sont de moins en moins dans le partage et de moins en moins dans la sociabilité. En ville, c'est devenu tout à fait déplacé de dire bonjour aux personnes qu'on rencontre et de faire connaissance comme ça. Mais du coup, paradoxalement, les gens sont de plus en plus interdépendants. Et donc en ville, ils sont tous proches les uns des autres. Mais paradoxalement, oui, ils sont plus seuls que nulle part. Donc non, il faut ouais, donc il y a le retour à la nature pour retourner à une échelle plus convenable. Et ça se fait spontanément, en fait, dans les campagnes ou dans la nature, on dit bonjour à celui qu'on rencontre et on lie très facilement contact et connaissance avec elle. Donc, non, non, je pense vraiment ouais, que même si on vient seul et qu'on part seul, c'est quand même pour partager quelque chose avec les autres et créer quelque chose avec les autres. C'est très bien. Hein. On n'est pas en désaccord. Je te pose des questions justement. J'aime bien justement cet échange. C'est pour ça que je vais le faire. Hein. Je suis ici pour échanger justement avec le maximum de personnes. Ça me fait un peu penser, tu sais, au chemin de Compostelle. Finalement, toi, tu le mets sur toute ta vie, mais je veux dire, il y a des personnes qui prévoient de le faire pendant X temps, etc., pour se reconnecter à elles-mêmes, pour retrouver leur essence même, un sens, comme tu dis, qui pour moi est et moi aussi, c'est ce qui m'anime. Je ne pourrais pas vivre s'il n'y a pas de sens. Si c'est sans sens, on laisse tomber. Je veux dire, il faut passer à autre chose. Est-ce que ça te permet effectivement le détachement, cette expérience de vie? Parce que moi, je me rends compte qu'effectivement, une vie sans attachement est beaucoup plus ça parce que tu es sans attente. Et quand tu es sans attente, tu es dans l'accueil. Donc, je vais dire, tu es dans l'accueil de miracles finalement, parce que tu parles, les miracles viennent de nous-mêmes. Oui, bien sûr qu'ils viennent de nous-mêmes. C'est nous qui interagissons avec les gens. C'est toutes tes rencontres, tes synchronicités, c'est quand même finalement toi qui les fais, qui les crée. Oui, après ça, je disais, il ne faut pas attendre de miracles de l'extérieur. Je disais pas forcément qu'on crée nous-mêmes des miracles, même si c'est possible. Ouais, non, le miracle, pour moi, ce sera plutôt une jonction souvent des deux, oui, de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, c'est un peu la synchronicité aussi. Ouais, donc, attends, c'était quoi exactement ta question? Non, mais une réflexion, c'est pas une question, c'est que je me dis qu'il y en a des gens qui font Saint-Jacques de Compostelle, ça t'oblige à finalement, toi, prendre du détachement. Est-ce que pour toi, moi, c'est des petites actions pour nos auditeurs, mais moi, je trouve qu'effectivement, depuis que je suis dans le détachement, depuis que je me pose beaucoup moins de questions et que j'accepte, je suis plus dans une acceptation, je me dis que c'est une expérience de vie, qu'on est dans un jeu, tu vois, fait que j'ai toute cette sensibilité qui est en train de changer, donc je ne sais pas, l'échange avec toi, c'est justement voir ton expérience, mon expérience, ressentir, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je veux dire, est-ce que tu ressens ça un peu, ce détachement qui te permet effectivement d'accueillir peut-être, alors que si tu étais en attente de quelque chose, bah, d'office, tu es très souvent déçu. Oui, l'attente et l'espérance particulièrement, je pense que c'est quelque chose de mauvais. Donc, dans la mythologie grecque, en fait, il y a des gens qui le considèrent comme un bien. C'est l'espérance qui reste au fond de la boîte de Pandore. Mais il faut être logique, dans la boîte de Pandore, ce n'était pas les biens qui étaient contenus, c'était tous les mots qui vont être répandus sur l'humanité. Et donc, il y a certaines personnes qui font des analyses que j'estime plus judicieuses, plus pertinentes, que finalement, le dernier des mots qui est resté dans la boîte de Pandore, bah, c'est le pire, c'est l'espérance. Donc non, il ne faut pas être dans l'attente et dans l'espérance. Et force est de constater que je suis de plus en plus détaché, mais pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose en fait. D'un autre côté, du coup, vu qu'on est de plus en plus détaché, on est de moins en moins touché par les choses qui pourraient nous décevoir et nous faire du mal. Mais c'est à double tranchant. On est de moins en moins touché aussi parce qu'ils pourraient nous faire du bien. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas le détachement. Je suis quelqu'un de passionné. Donc, lors de mon existence terrestre, bah, je vais souffrir autant que je vais avoir du plaisir. Et donc, j'accepte les règles. Donc, le détachement ne m'intéresse pas, même si forcément, de par les tribulations et puis le parcours de la vie, les déceptions et toutes les souffrances qu'on peut avoir, forcément, on se désattache de plus en plus, hein, on se désillusionne. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je trouve souhaitable ou positif. Après, le lâcher-prise, c'est différent. On peut rester attaché, mais des fois être dans le lâcher-prise parce qu'on sait que c'est la meilleure attitude à adopter, que des fois, bah, voilà, on peut rien faire autre chose, il faut les laisser faire d'elles-mêmes. Donc, ouais, c'est quelque chose, c'est pas forcément ma spécialité, le lâcher-prise et le non-agir, mais c'est quelque chose aussi que j'ai adopté, que je sais pratiquer maintenant de temps en temps.
Donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai pris du Tao Talking, là. C'est un petit ouvrage, du coup, chinois qui est plein de sagesse. Donc, ouais, c'est pas ma société. Je reste quand même un homme d'action enflammé, hein, forcément. Mais ouais, c'est aussi important de savoir pratiquer le lâcher-prise et le non-agir. Mais le détachement, c'est une conséquence un peu inévitable, mais c'est pas forcément quelque chose que je prône. Que, ouais, malheureusement, ça arrive, c'est pas très, très souhaitable. Moi, l'explication que tu donnes entre le détachement et le lâcher prise, je trouve que c'est important de le signaler parce qu'effectivement, la pratique n'est pas la même et je conçois effectivement la différence. Le détachement, ça veut dire ne plus être atteint par quoi que ce soit. Effectivement, moi, je ne suis pas dans cette attitude-là non plus. Je suis plutôt aussi très passionnée, très émotive. Je suis hypersensible. Donc, je vais dire, j'aime les choses qui viennent du cœur. Donc, je perçois les choses qui viennent du cœur, mais je ne veux plus être atteinte de la même manière. Effectivement, pour se protéger, on est bien obligé de mettre quand même une protection. Mais je suis dans un accueil spontané et immédiat de ce qui m'arrive. Maintenant, voilà, j'ai un entretien avec toi. Demain, ce sera avec quelqu'un d'autre. Ben, je passe assez vite à quelque chose d'autre pour effectivement ne pas être dans un… Alors, je me dis toujours, j'ai ce ressenti, hein. Les émotions qui peuvent nous bloquer, c'est les souvenirs. Ouais, mais ça peut aussi nous faire avancer aussi. Oui, mais ça, effectivement, c'est double tranchant. Les souvenirs, les projections, les illusions, les attentes, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui, en fait, au final, c'est ta perception à toi qui va faire que c'est positif, c'est négatif. Il faut se dire, c'est toujours un filtre de perception chaque fois avec nos blessures passées. Donc, si on peut travailler sur nos blessures passées, on va se retrouver que même nos perceptions au fur et à mesure vont changer et c'est tout à fait normal. Si j'ai une mauvaise expérience avec une rencontre, avec des gens qui m'ont déçu, je vais me retrouver que la prochaine fois, je vais avoir une perception avec un filtre qui me rappelle, tu vois, donc souvenir, projection, illusion, filtre de perception. Et c'est vrai qu'au final, on est tributaire évidemment de ce qu'on vit comme expérience. On est tributaire pour la suite. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu pouvoir vider ces expériences et pouvoir les neutraliser. Donc, avoir un regard un peu plus neutre, un peu plus avec de la hauteur. Et que quand on est un peu trop dans l'émotion, c'est peut-être, ça peut déstabiliser la suite. C'est ça, en fait, l'idée. C'est peut-être laisser moi à l'extérieur venir remuer l'intérieur. Oui, de toute façon, c'est toujours être dans la maîtrise et la connaissance de soi. Donc, pour moi, c'est comme je disais, c'est le seul moyen de changer le monde. Et puis, c'est le travail de toute une vie. Donc, c'est le concept majeur de la pensée de Carl Gustav Jung, hein, le processus d'individuation, l'accomplissement, le développement et l'épanouissement de l'individu. Je parlais aussi tout à l'heure de la sagesse grecque, hein, avec les vertus canadiennes de Platon, les sentences du temple de Delphes, Gautis Sauton, connais-toi toi-même. Donc, voilà, évidemment, c'est le cheminement, c'est le travail de toute une vie, de se connaître et de se maîtriser, se développer au maximum. Donc, te connaître, tes parts sombres, tes parts lumineuses, est-ce que tu as des parts sombres? Est-ce que tu peux avoir des moments donnés où tu n'arrives pas à te retenir ça t'arrive? Ça va. Après, moi, j'ai un rapport à la violence qui est particulier. C'était un peu mon métier, hein. Donc, moi, j'estime que c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être utilisé à bon escient, la violence ou la force. J'ai pas de mal à l'utiliser. J'ai pas de problème avec ça. Et donc, non, c'est cette maîtrise de soi, surtout à ce niveau-là, ça fait longtemps que je l'ai acquise. Et c'est pareil dans tous les mythes et dans tous les contes, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. En fait, c'est symbolisé par le dragon qui garde le trésor que le héros doit aller rencontrer au fond d'une grotte ou d'une caverne ou d'une montagne. Donc, ce dragon qui incarne nos instincts bestiaux, mais ce sont des évolutions de vie qui sont nécessaires, en tout cas qu'il ne faut pas évincer. Et ça, par contre, c'est une erreur que les gens font aujourd'hui. C'est présent d'ailleurs dans l'alchimie, le dragon symbolise l'énergie tapie dans la matière. Donc c'est quelque chose de vital et de nécessaire qui ne peut pas être évincé, mais il faut aller le rencontrer. Donc au fond d'une grotte, souvent, qui symbolise nos forces inconscientes, rencontrer du coup nos pulsions, notre bestialité, et les maîtriser pour atteindre le trésor. Donc le trésor qui est la plénitude, qui est justement le développement de soi. Donc non, moi ça fait quelque chose du coup forcément avec la boxe style, c'est mon métier que je maîtrise depuis longtemps. Après, par contre, c'est intéressant, oui, dès que tu parles de part sombre, parce qu'il y a un processus, il y a une partie du processus d'individuation
qui est très importante et qui est très chère à mon cœur, donc le processus d'individuation de Carl Gustav Jung, que je rappelle, qui est l'intégration de l'ombre. Et il faut savoir que l'ombre, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais ou de négatif, c'est juste ce qui n'a pas encore été exploité. C'est ce qui existe en nous à l'état potentiel et pas encore à l'état actuel. Donc notre but à nous, c'est de l'actualiser, c'est de l'incarner, de matérialiser entre guillemets. Et le meilleur exemple de l'intégration de l'ombre dans le processus d'individuation, c'est le Faust de Goethe, et c'est mon œuvre préférée, c'est mon livre de chevet. Donc voilà, je la trouve magnifique. Et puis, encore une fois, comme Jung et comme beaucoup de choses, c'est quelque chose de très méconnu aujourd'hui. En France, en tout cas, c'est très très rare que je rencontre des gens qui aient lu le Faust de Goethe. Donc, c'est quelque chose que je souhaite aussi partager et faire découvrir dans mes conférences. Et donc, voilà, en fait, Méphistophélès est tout ce que Faust n'est pas, tout ce qu'il pourrait être, mais qu'il n'est pas encore. Et donc, qui va travailler au cours de l'aventure à développer et à maîtriser pour être un être accompli et complet. Et donc, cette part d'ombre aussi, c'est important de la travailler, de l'intégrer, donc l'intégration de l'ombre pour être un individu complet. Mais comme je disais, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de négatif. Moi, par exemple, ça peut l'être, mais voilà, la connaissance de soi, la connaissance de soi, c'est la base, mais pas forcément. Moi, par exemple, lorsque je suis trop dans des phases d'action, sur ma course de la liberté ou sur d'autres phases d'aventure, mon ombre, c'est d'être un intellectuel, un philosophe et un poète, et je ressens ce manque-là. En fait, je ressens le besoin. Et au contraire, quelqu'un qui toute sa vie a été trop policé par la société, par son travail ou par d'autres choses, qui est trop contenu, trop restreint, son ombre, oui, ça va être d'être plus barbare, plus sauvage, plus dans le laisser aller, dans le lâcher prise. Il va avoir besoin d'extérioriser. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Et donc, on en revient au principe d'énantiodromie, qui est un principe premier du vivant que les gens ne connaissent pas forcément, qui est la course des contraires. Et donc, ça a été établi par Héraclite, donc bien avant Jésus-Christ. Et donc, ça énonce que tous les opposés succèdent et que les choses évoluent vers leur opposé. Et donc, Jung le prend vraiment d'un point de vue psychologique, psychique, chez l'individu. Et donc, si on va trop d'un côté, forcément, on va ressentir le besoin de s'équilibrer, d'aller vers l'autre. Donc, c'est dans sa dialectique du conscient et de l'inconscient. Donc, comme je disais, si on est trop dans le raffiné, dans l'intellectuel, dans le maîtriser, dans le contrôler, on va avoir besoin d'un petit peu de lâcher prise, de côté plus brutal et physique. Et au contraire, dès qu'on est trop dans cette tâche-là, moi, je ressens le besoin, en tout cas, de me poser plus et d'étudier des choses raffinées. Ça fait aussi partie de mes besoins fondamentaux. Et Jung n'a vraiment pas posé ça comme base fondamentale du vivant, que même d'un point de vue physique, en fait, c'est les polarités. On pense au pile électrique, par exemple, plus et moins, yin et yang, c'est que l'énergie naît de la tension entre deux pôles opposés. Donc voilà, il a vraiment posé ça en tant que principe majeur du vivant, que ce soit physique ou psychique. Donc c'est des choses que tout le monde devrait connaître, mais malheureusement tout le monde ne connaît pas, donc je présente aussi dans mes conférences. Alors moi, pour revenir sur la part sombre, il y a cet exemple que je reprends régulièrement. Donc la vie, parfois, t'amène à devoir à faire des expériences qui sont négatives, d'accord? Et ces expériences négatives, c'est un petit peu comme si c'était une maladie. Mais une maladie, en fait, ça t'apporte également un anticorps. Oui, et puis des connaissances. C'est une manière de se vacciner. Donc, si on connaît notre part sombre et si on connaît cette part-là, elle peut nous faire effectivement booster, améliorer effectivement notre vie par la connaissance, puisque quand tu as cette part sombre, tu reçois l'antidote pour pouvoir la contrer, cette part sombre. Oui, et puis aussi, du coup, ça va te permettre de faire des choses dont tu étais incapable jusque-là. En fait, c'est ça, voilà, c'est ce qui manquait à Faust. Faust, qui était un professeur intellectuel, qui était resté dans son petit cadre de vie, qui n'avait pas encore vécu d'aventure dans le vaste monde. Du coup, ce qui lui manquait, c'était l'habileté, c'était la ruse, c'était la belle parole, la ruse, tout ça. Et donc, ce qu'il avait à l'état potentiel, qu'il n'avait pas encore développé, qu'il n'avait pas encore osé incarner et extérioriser, du coup, quand il va intégrer son monde, qui est symbolisé par Méphistophélès, il va oser tout ça, il va pratiquer tout ça, et ça va lui permettre de faire tout ce qu'il n'avait pas fait jusque-là, tout ce qu'il n'avait pas vécu. Et donc, comme je disais, d'avoir une vie plus riche et d'être un individu plus complet. Alors, peut-être les informations, on peut te suivre. Donc, moi, ici, je vais reprendre
es sur Facebook, bien évidemment. Donc, je vais essayer de reprendre la page Facebook où tu te retrouves. Tic, 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 tic. Attends, hein, je suis très... Hop là. Voilà, donc course pour la liberté, Raphaël Liodra, champion de boxe thaï. Alors, tu as toutes les informations, tu les partages à chaque fois là-bas? Oui, donc il y a un Telegram et un Facebook de la course de la liberté. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas de téléphone et jamais eu de smartphone, mais depuis la course de la liberté, donc je suis un petit peu sur les réseaux. J'ai un ami qui m'a installé Telegram sur un PC portable. Et donc, tout ce que je mets sur Telegram, j'ai ma petite sœur de cœur, Claire, que j'embrasse au passage, qui le relaie sur Facebook. Donc, voilà, vous pouvez suivre les actualités de la course de la liberté et retrouver toutes les informations donc sur Telegram et Facebook, mais aussi sur YouTube ou sur d'autres sites. Donc, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Et il y a eu divers sites qui ont fait des articles sur mon action. Donc, je pense particulièrement à Citizen Light et François qui ont fait de très bons reportages, mais même des médias tout à fait conventionnels qui ont fait des articles sur ma course, même si eux, ils n'étaient pas forcément engagés de notre côté lors de la guerre du Covid. Juste le fait qu'un jeune champion de boxe thaï court avec une flamme des milliers de kilomètres de toute la France, bah, ça leur suffisait pour tenir leur article. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner comme message aux auditeurs par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu conseilles, par rapport à ton expérience de vie? Qu'est-ce que tu pourrais, à la limite, donner comme conseil? Bah ouais, moi les conseils que je donne, bah ça reprend ce que je disais déjà au début, c'est de ne pas attendre qu'un miracle vienne de l'extérieur. C'est vraiment que tout vient de nous, que la seule façon de changer le monde, c'est de se changer soi. Donc voilà, d'utiliser notre fameux logos, dont on a parlé à plusieurs reprises, notre pensée, notre intellect, notre feu, notre capacité de choix, notre libre arbitre, pour être conscient dans chacun de ses choix quotidiens, dans chacun de ses actes. Parce que malheureusement, on vit dans une société de consommation. Donc, le plus grand pouvoir de l'individu aujourd'hui, c'est sa consommation, c'est sa plus grande responsabilité. Donc, il faut vraiment, vraiment utiliser son logo, son intellect pour faire chacun de ses choix, chacun de ses achats au quotidien avec le plus de conscience possible. Donc, voilà, et puis de ne pas hésiter à oser. Voilà, quand on ose les choses, même si au début ça paraît fou, ça paraît risqué, ça paraît infaisable, si on est juste dans son intention et dans son action, bah, les choses s'alignent, se mettent en place pour nous permettre de les réaliser. Et au final, on arrive toujours à les réaliser. Voilà. Donc, il faut oser agir, et puis il faut pas se reposer sur l'extérieur. C'est vraiment, sa responsabilité de sa vie. C'est ça, et rien négliger en fait. Chaque action quotidienne dans sa consommation est importante. Voilà. Toute action a une réaction, toute action amène une conséquence. Donc, en fait, la spiritualité, tu le prouves que c'est quelque chose qui n'est pas un monde de bisounours, puisqu'il faut que tu te battes tous les jours et que là, tu as plus de difficultés parce qu'effectivement, les gens se désengagent. Peut-être revenir sur ce problème-là. Tu crois que c'est dû à quoi que ce désengagement? C'est la lassitude ou alors est-ce que c'est le confort? Qu'est-ce qui peut amener à ce que certains ne lâchent pas le morceau et d'autres retournent à leur... tu vas me dire c'est le caractère aussi, mais est-ce qu'il y a autre chose qui est autour de ça que tu verrais ou que tu percevrais pour te donner une piste aussi? Ouais, bah, à la base, je pense que du coup, il y a beaucoup de ces gens-là, c'est vraiment la nécessité qui les a poussés à agir, à s'engager. Ils ont été pris à la gorge. Et malheureusement, c'est quelque chose que vous avez constaté. Il y en avait beaucoup, en fait, que tout ce qu'ils souhaitaient, c'était retrouver leur vie d'avant. Ils ne souhaitaient pas de changement réel. Et ouais, malheureusement, en fait, je trouve qu'il y a très, très peu de gens qui proposent un changement réel. La plupart des gens que je rencontre dans les collectifs et des leaders, entre guillemets, des modèles qui sont dans cette crise, bah, ne leur proposent pas de changement réel. Et donc voilà, moi, ce que je propose, les gens disent toujours que ça va trop loin, que c'est trop, que les gens ne peuvent pas le faire. Je dis, bon, faites-le au maximum, allez-y pas à pas, mais voilà, au bout d'un moment, si ce que vous voulez, bah, c'est continuer à avoir votre douche chaude quotidienne, votre machine à laver, votre voiture, votre smartphone et tous vos milliers de trucs superflus qui nuisent à la planète et à vous, votre santé et votre vigueur, bah, forcément, il n'y a que ce système de la mort qui peut vous proposer ça. Et donc, on ne va jamais rien changer.
Et donc, ouais, malheureusement, bah, ouais, je trouve qu'il y a de ça. En fait, il y avait pas, pour beaucoup, il n'y avait pas de volonté de changement réel. Ce que voulaient les gens, ou certaines personnes, en tout cas des collectifs, c'était juste retrouver un retour à la normale, entre guillemets, au monde qu'ils ont connu avant cette crise du Covid. Ils ne sont pas prêts à se gouverner eux-mêmes, à vivre dans un monde différent, d'échanges directs à l'autre, sans passer par des institutions ou par des médias qui les régulent, donc des médias au sens étymologique, des gens qui sont au milieu entre vous et l'autre. Et puis pas, oui, pas de retour à la nature. Et au bout d'un moment, il faut accepter que la vie, elle peut être rude. Au bout d'un moment, c'est la première vérité énoncée par Bouddha, hein, la vie est souffrance. Donc voilà, que si tu as un accident ou une maladie, bah, il y a des fois, il faut accepter de souffrir un petit peu, que faut pas aller courir à la pharmacie, prendre le premier antidouleur. C'est pas une solution, là. Et il y a que ce système de la mort qui peut offrir ça. Donc il faut savoir ce qu'on veut et il faut s'engager pleinement. Et donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont succombé à ce que Nietzsche appelle l'esprit de pesanteur. Moi, j'ai un message aussi qui ne plaît pas forcément, parce que je ne vais pas dire que l'ennemi principal, c'est les Illuminati, c'est les Rothschild, c'est les reptiliens ou c'est je ne sais pas quoi. Le plus grand ennemi, c'est l'esprit de pesanteur, il est en nous, en fait, il est en chacun. Donc ça, c'est un concept nietzschéen, c'est Nietzsche qui parle de ça. Donc c'est tous les instincts qui nous attirent vers le bas. C'est les instincts qui sont vitaux, qui nous rattachent à la matière, à la terre, c'est la pesanteur, la gravité. Donc on a besoin de se nourrir, on a besoin de se reposer, etc. Mais du coup, faut aussi savoir résister à ces instincts pour avancer. Donc ça demande une force. Force en latin, c'est virtus. Donc c'est la vertu. Et c'est pas forcément ce que les gens recherchent ou ce qui leur fait plaisir d'entendre. Donc ouais, c'est qu'au bout d'un moment, bah, il faut de la force, il faut faire des efforts, il faut suer, quoi. Faut souffrir aussi, la vie est souffrance, c'est comme ça. Et donc voilà, pour moi, le plus grand ennemi est à l'intérieur, et c'est pour ça que beaucoup de gens du coup, se retournent à leurs vieilles habitudes et dans le système plutôt qu'engager un changement réel. Et c'est pour ça que très peu de choses changent finalement. Il y a des gens qui me disent soi-disant que les choses bougent, mais j'entends ça depuis plus de 5 ans en fait. Il y avait des gens qui, dès 2020, disaient oui, il y a des réseaux pédophiles qui sont tombés, il y a un tel qui a été arrêté, il y a tel grand politicien qui a passé en justice. Ne vous inquiétez pas, on a déjà gagné. Je ne sais pas ce qu'on a gagné, mais moi j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça empire. Donc non, moi je suis désolé, mais je ne constate aucun changement réel dans notre monde, dans notre société actuelle. Donc voilà, au bout d'un moment, je sais que ça ne plaît pas forcément à entendre, mais il faut se bouger et incarner des changements réels, sinon il n'y a rien qui changera. Donc en fait, on est dans une société qui nous infantilise, une société qui nous a vraiment dorlotés, etc., pour mieux nous manipuler. Et c'est ça le problème, c'est que quand on est, par exemple, toi, quand tu as quitté de chez tes parents, tu as connu la vraie vie d'un coup, et c'est vrai que ça fait peur. Là, je veux dire, d'habitude, normalement, les parents bienveillants vont nous préparer petit à petit à prendre des responsabilités, à prendre notre autonomie. Et ça, c'est dans un cycle bienveillant. Mais là, on se rend compte qu'on est dans un gouvernement qui nous englobe et qui nous dorlote le plus possible pour effectivement nous endormir et nous rendre. C'est un peu cette relation toxique qu'on pourrait avoir avec des parents qui voudraient vraiment avoir une emprise sur nous pour nous protéger, soi-disant. Mais en fait, non. C'est pour garder et pour obtenir quelque chose en échange. Donc, ce n'est pas ça. Quand on aime quelqu'un, on l'émancipe. Quand on aime quelqu'un, on le rend autonome. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, nous, en fait, c'est vrai que notre discours n'est pas très agréable parce que nous, on veut, effectivement, on montre qu'on ne veut plus de ce côté, comment dire, où on nous soigne, on nous porte, etc. Et qu'il faut à un moment donné s'assumer. Et comme tu disais si bien, on est dans une société où on ne veut plus mourir. On est dans une société où on ne veut plus voir la vérité en face. Tu sais, là, l'exemple type, moi, je regardais, tu as des émissions sur les animaux et puis alors on voit un lion qui va aller s'attaquer à une gazelle. Et on serait là, nous, là, on s'en mêlerait. On s'en mêlerait pour sauver la gazelle. Alors qu'en fait, le lion est tout à fait en droit d'aller manger une gazelle puisque, je veux dire, c'est une chaîne alimentaire, c'est quelque chose de naturel, même si ça nous déplaît, que ça semble être complètement injuste, c'est à notre échelle humaine. Mais à l'échelle planétaire et au-delà, c'est tout à fait naturel, en fait, au final. Oui, et puis ce serait surtout très hypocrite qu'aujourd'hui quelqu'un veuille empêcher un lion de manger une gazelle, vu que la plupart des gens ne sont pas véganes, 99% des gens ne sont pas véganes. Et donc voilà, il y a un équilibre qui se fait entre
les carnivores, les herbivores et les végétaux dans la nature, un équilibre que l'homme vient rompre, lui, souvent par son action. Et la gazelle qui s'est chassée par le lion, elle a eu une vie de qualité, elle a vécu libre toute sa vie, elle se fait à un moment donné tuer par le lion. Bon, c'est cruel, mais encore une fois, ça fait partie du cycle pour réguler. Alors qu'aujourd'hui, les animaux que mangent les omnivores à chaque repas, eux n'ont pas vu la lumière du jour, eux ont une vie atroce, eux se font trucider dans des conditions abominables, et qu'en plus, nous, on n'a pas besoin de les consommer. C'est pour ça aussi que le véganisme fait partie des grandes valeurs de la course. C'est aussi quelque chose qui est souvent très mal entendu, très mal vu, très mal compris. Donc le véganisme, quel que c'est, bah, moi j'aime bien donner une définition en rapport avec mon action. Le véganisme, c'est la liberté pour les animaux. Voilà. Et aujourd'hui, donc c'est pour moi une des priorités, en fait, une des actions à engager de toute urgence. Parce que comme j'ai dit, on n'a plus besoin aujourd'hui de trucider ou d'élever des animaux. Grâce au progrès qu'on a fait, si on fait tous des vergers, des potagers, de la permaculture, on épuise moins les ressources, on pollue moins et on se porte mieux. Et évidemment, nos animaux, nos amis sont libres et ne sont pas enfermés, torturés et massacrés. Donc voilà, c'est aussi un des messages très importants de ma course et de mon action, le véganisme, la liberté pour les animaux. Et, okay. Oui, non, continue. Je pensais que... Oui, dis-moi. Oui, donc il y avait aussi un point avant ça sur lequel j'ai parlé que je voulais rebondir. J'ai perdu un petit peu le fil. Mais justement, c'était tes attentes que je voulais, moi. Ouais. Ouais, mais bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas d'attente. Hein. J'ai pas d'attente, pas d'espérance. Mais oui, je pense que voilà, moi, les valeurs que je présente aussi dans mes conférences, c'est le véganisme et l'anarchisme. Donc, l'anarchie, c'est le fait de se gouverner soi-même. Pareil, c'est quelque chose qui est très mal entendu, que pour les gens, l'anarchie, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est pas de règles, pas de responsabilité. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est le fait de se gouverner soi-même. Donc, c'est au contraire d'être responsable et ordonner et structurer soi-même et pas déléguer du coup, son logos, sa pensée, sa responsabilité, sa liberté de soi à un autre. Au contraire, se responsabiliser. C'est voilà, ça dépend de nous. Donc, j'aime bien commencer par l'étymologie. Donc, arché veut dire premier en grec. Donc, anarché, anarchie, c'est l'absence de primauté. Personne ne prime sur l'autre, personne n'est premier. C'est pas l'absence d'ordre, de structure, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est l'anomie. C'est un terme qui existe chez les Grecs. Donc, voilà, l'anarchie qui n'est pas l'anomie, c'est le fait de se gouverner soi-même et d'être dans un rapport avec les autres horizontal et complémentaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi je suis un sportif, un intellectuel, mais je ne suis pas un manuel. Donc, pour apprendre à construire ma maison, mon toit, mon jardin, bah, je vais aller voir mon voisin qui lui sait faire ça. Et moi, en échange, bah, du coup, je vais lui enseigner le sport ou la philosophie, etc. Et donc, on va vivre d'entraide les uns les autres d'un point de vue horizontal selon des règles informelles, mais des règles qui pour moi vont de soi. En fait, c'est la loi du vivant. Si tu te comportes mal avec ton voisin, bah, tu vas avoir des mauvaises relations avec ton voisin et ça va gagner à personne. Au bout d'un moment, c'est la nécessité qui va faire les choses. Et comme il disait Jung aussi, bah, les lois de la nécessité sont beaucoup plus puissantes que les lois conventionnelles et que les lois instituées par l'État, parce que à la moindre crise, au moindre problème, en fait, on craint pour ces lois et ces lois peuvent être enfreintes enfin par les individus. Donc non, c'est vraiment les lois de la nécessité qui gouvernent ce monde, qui sont beaucoup plus puissantes. Donc au bout d'un moment, voilà, si ça dépend vraiment de ta survie ou de vraiment d'avoir un aspect sain dans ta vie, de ta qualité de vie, d'avoir un bon rapport avec tes voisins, bah, tu vas faire au mieux pour avoir un bon rapport avec tes voisins. Et puis au pire, si ça marche pas, bah, tu vas trouver d'autres voisins. Mais enfin voilà, donc c'est des règles simples. Et donc c'est ça véritablement l'anarchie pour moi. C'est du coup personne n'est premier, personne n'impose rien à l'autre. Voilà, donc dans mon idée, il n'y aurait pas de loi écrite. En fait, ce serait juste des lois qui vont de soi, des lois fondamentales où que si on ne les respecte pas, bah, ça ne peut pas marcher. C'est tout simplement. Donc, ouais, pour moi, l'anarchie et le véganisme, du coup, ce sont les valeurs que je propose de mettre en place. Parce que pour moi, c'est le seul moyen d'avoir un monde sain en fait, aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, que malheureusement, on vit dans une société de consommation où la consommation est le premier pouvoir des gens, même si ce n'est pas forcément très, très, très gai à entendre. Donc, ouais, le véganisme, c'est accessible à tout le monde. Et donc, voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire aujourd'hui. C'est disponible pour tout le monde. Et c'est le plus gros impact qu'on peut avoir positif sur le monde aujourd'hui.
Et voilà, les chiffres sont vraiment ahurissants. Moi, je n'ose même pas y penser. C'est des centaines de milliards d'animaux qui sont massacrés chaque année par les humains. Donc voilà, sans parler de la population, sans parler des problèmes de santé, donc de la fréquence sur laquelle on vit. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même prouvé que toutes les fréquences, qu'il y a eu ces travaux du japonais, là, Matsu Emato, pour les cristaux d'eau. Donc ouais, si on ingère du coup des cellules de l'eau qui a subi de la souffrance et des tortures, forcément que ça va être déstructuré, que ça va pas être harmonieux et que c'est ça que vous allez vibrer ensuite. Et puis notre biote intestinale est vraiment responsable de façon très importante de nos pensées, de nos émotions. Donc ouais, donc ce que vous ingérez, c'est vraiment fondamental. Troisième cerveau. Donc oui, c'est ça. Donc de toute façon, voilà, même d'un point de vue humain, en fait, les relations entre les hommes et son rapport au monde vont être beaucoup plus saines. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je mets en avant aujourd'hui. Donc voilà, le véganisme et l'anarchisme, c'est vraiment les choses à mettre en place pour moi pour avoir un monde sain aujourd'hui. Bon, si c'est pas forcément possible de vivre de façon anarchiste directement, voilà, moi le véganisme c'est accessible à tout le monde. Alors tes projets? Alors mes projets pour cette année, si j'y arrive, parce que comme je disais, je traverse des périodes de plus en plus difficiles pour moi de subsister, j'ai de plus en plus de mal à trouver des moyens et des soutiens. Donc c'est aussi un appel que je passe, j'en profite d'être sur ta chaîne. Et donc, en plus, ça tombe bien pour ta chaîne parce que l'année prochaine, je compte passer à l'international. Alors, donc ça, voilà, j'ai fait 9 éditions de la course de la liberté ces 3 dernières années. Dans toute la France, plus de 10 000 km de couru dans la bouteille de la France. Donc, je pense en avoir fait quand même plus ou moins le tour. Et donc, ça fait aussi partie de mon esprit prométhéen, de mon esprit de champion, toujours repousser les limites, donc toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus loin. Voilà, ce sont les devises olympiques qui naissent de l'esprit de Prométhée, de toujours repousser les limites, toujours aller plus loin, toujours faire mieux. Et c'est ce qui engendre le progrès. Donc voilà, pour l'année prochaine, j'envisage une course en Espagne dans un premier temps. Donc je pense que je la présenterai assez rapidement sur ma chaîne et puis sûrement aux rencontres de Vierzon où je serai normalement, où il y aura beaucoup de collectifs qui vont se retrouver. Voilà. Et sinon, après ça, ouais, je pense aux pays limitrophes, hein, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, mais aussi la Belgique. Donc voilà, donc j'en profite d'être sur ta chaîne. Donc si ça vous intéresse de participer à ma course, donc ça peut être soit de venir courir avec moi, porter ma flamme sur la distance que vous souhaitez, ça peut être sur une centaine de mètres hein, de façon symbolique. Ça peut être de m'accompagner du coup avec un véhicule, de porter les affaires et de faire les ravitaillements et de prendre des vidéos. Ça peut être de nous héberger sur le parcours. On recherche des autres. C'est un des buts premiers, comme je disais, de ma course, hein, c'est de créer du lien. Donc le soir, on dort chez l'habitant. Donc voilà, donc si vous êtes prêts à nous héberger, le parcours n'est pas encore tracé, mais voilà, le jour où on tracera le parcours, du coup, vous pourrez regarder et dire, voilà, moi j'habite à côté de cette étape-là, je pourrais vous héberger à ce moment-là. Et même déjà, on peut prendre de l'avance ceux qui sont prêts à participer donc à cette course de quelque façon que ce soit. Ça peut être aussi en organisant des moments de rencontre, comme je disais, après avoir couru les étapes ou sur les jours de repos de la course. Vous pouvez déjà me contacter. Donc Anne a transmis à plusieurs reprises mon email pour Prométhée la liberté, voilà, qui l'avait ici. Vous pouvez le retrouver sur mon Facebook et mon Telegram, de toute façon, de la course de la liberté. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse donc de participer, de nous aider sur mes prochaines éditions de la course de la liberté, dont celle qui se fera en Belgique, possiblement cette année. Voilà, donc pour nous héberger. Parce que tu es passé en Flandre et tu n'es pas passé en Wallonie, donc c'est ça aussi que c'est un peu compliqué, c'est que évidemment il y a la barrière de la langue. Donc si tu passes en Wallonie, je pense que tu auras plus de possibilités d'hébergement évidemment que si tu es en Flandre. Oui. Mes éditions généralement font au moins 1000 km, donc je pense que j'aurai le temps de faire les deux. Et donc finalement, en fait, la Flandre ne s'est pas fait. Sur ma 9e édition, je voulais faire un passage de 2-3 étapes donc en Flandre, aller chercher Bruges avant de descendre sur l'île. Mais comme on n'a eu aucun retour, depuis Dunkerque, finalement, on est descendu à Saint-Omer et Béthune avant de remonter sur l'île. Et ça a été très judicieux comme choix en plus parce qu'on a fait des très belles rencontres, on a eu du monde. Et donc voilà, ça s'est très bien passé pour terminer mon édition. Mais finalement, le passage en Belgique ne s'est pas fait. Donc voilà, pour la prochaine édition, je pense que j'aurai le temps de faire les deux, de faire et la Wallonie et la Flandre.
Tu Voilà, seras donc, accueilli avec de la bière, des fromages locaux. fromage vegan, il faudra s'y mettre. Parce que Non. les fromages vegan sont super bons, on fait tout en vegan. Ouais. Écoutez, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça, il faudra qu'on en discute un jour parce que là, j'ai aucune idée de Ouais, cette. bah, en faisant fermenter des végétaux, hein. Donc des amandes, des noix, voilà, du soja. Il y a des fromages d'amandes et de noix. Il y a des fromages voilà, qui sont super bons. Voilà. Cool. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, Bon, ouais. Yes. Donc voilà, tous ceux qui seront prêts à nous héberger pour mon passage avec ma flamme donc de la course de la liberté en Belgique, possiblement cette année, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant. Voilà, donc ce sera toujours bon à savoir qu'on a des contacts à tel lieu, telle ville, telle région de Belgique. Voilà, trouver des lieux peut-être pour que tu puisses faire des conférences, trouver des lieux pour faire, oui, comme tu dis, des rassemblements. Pour faire n'importe quoi, ça peut être des artistes locaux qui viennent échanger avec nous, qui viennent faire de la musique, qui viennent faire n'importe quoi. Moi, je faisais des initiations de boxe taille aussi, même après avoir couru. Voilà, donc c'est une grande célébration de la vie. Donc tout moment de partage ou de rencontre est bienvenu. Donc voilà, faut pas hésiter à me contacter voilà, pour participer de quelque façon que ce soit. Et puis évidemment, les coureurs ou des gens à vélo ou à roller qui peuvent participer aussi à ma course, m'accompagner et porter la flamme également. Ah ben écoute, tout grand merci pour ta visite sur Reporter Citoyen. On te souhaite le meilleur, bien évidemment, hein, que tout se passe pour le mieux pour toi. On espère que ça continue ton projet parce que c'est méritant et que justement tu montres un exemple qui pour moi est très très important. Regarde tout doucement, je suis le mouvement. En étant et il n'y a pas de limite. Enfin, je veux dire, tout le monde peut y arriver de au moins se détacher petit à petit de certaines contraintes, de se rendre compte que nous sommes des êtres libres à part entière et que nous sommes dans une société qui nous maintient dans un esclavagisme, qui nous force à travailler, qui nous force à contribuer, qui nous force à payer des factures. Tu sais, on en est à ce stade-là. Hein, je veux dire, l'obligation finalement d'avoir un logement, d'avoir ceci, d'avoir cela. On t'impose, on t'impose, on t'impose. Et en fait, nous sommes des êtres libres. Rappelons-nous que nous sommes des âmes qui venons nous incarner ici pour vivre une expérience et libre à nous de l'expérimenter différemment de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était le message que tu venais apporter sur Reporter. Un tout grand merci pour ta présence et à très vite. Merci à toi, Anne-Louise. Donc à bientôt. Voilà, merci à vous pour votre fidélité et à très vite.